Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver dans votre espace santé Stéthoscope. Stéthoscope vous accompagne pour ce mois de juillet de 11h à midi au lieu de 10h à 11h. Ça va être 11h midi en direct sur Alger Chaîne 3. À la réalisation, Aïcha Hammer, à la console technique, Mohamed à la régie d'antenne, Nejma et Cyril Abou pour vous accompagner au micro. Ce matin, nous nous intéressons à l'un des cancers les plus fréquents chez l'enfant, la leucémie. La leucémie qui est une forme de cancer du sang caractérisée par la prolifération de cellules malignes dans la moelle osseuse. En fait, la maladie peut se déclarer à tout âge, mais on parle de pic pendant l'enfance, et oui, entre 2 et 5 ans et après 60 ans. Une maladie qui fait peur, extrêmement lourde pour l'enfant, mais aussi les parents qui accompagnent leur enfant souvent dans la douleur et la souffrance entre prise en charge et traitement. Le parcours est long, les examens qui s'enchaînent, les résultats qui tombent comme un coup de tonnerre sur un ciel ouvert pour laisser place au combat de toute une famille contre l'inconnu. Et oui, la leucémie est l'inconnu pour beaucoup de parents, pour nous tous, nous, même adultes ou instruits. Pour en parler ce matin, nous avons avec nous en direct dans les studios d'Alger Chaîne 3, professeur Houda Boudiaf, qui est chef de service oncologie pédiatrique au CHU Mustapha Bacha d'Alger. Professeur, bonjour, merci d'être avec nous. Merci Madame Labou pour cette invitation. Permettez-moi de saluer mon ami professeur Salim Nekal. Je suis vraiment très heureuse d'être également avec Monsieur Bdiaoui, qui est le papa d'une mes anciennes patientes. Et bien sûr, je salue toutes les auditrices et les auditeurs. Merci à vous, professeur Boudiaf. Avec nous en direct également Salim Nekal, qui est chef de service hématologie au CHU Benimistous d'Alger. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous, et puis nous remercions une personne qui est avec nous aujourd'hui, un papa d'une fille justement atteinte de leucémie, qui est guérie aujourd'hui, à Dieu merci, qui est grande, elle était toute petite. Il est venu témoigner aujourd'hui pour vous donner justement à vous, chers auditeurs, de l'espoir, car tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ce n'est pas une fatalité de tomber malade ou d'être atteint justement de ce type de maladie. Pour justement réagir au 021 48 15 15. Vous pouvez aussi le faire sur la page Facebook de l'émission Stéthoscope. Stéthoscope, l'émission qui prendra votre pouls, l'émission à l'écoute de votre santé. Médecins, spécialistes répondront en direct à vos questions. Stéthoscope, tous les samedis, avec Célia Labou. 10h, 11h, plutôt 7 minutes. C'est l'habitude. C'est que Stéthoscope passe pour ce mois de juillet. Justement, sera diffusé de 11h à midi au lieu de 10h, 11h. Ça va être 11h midi pour ce mois de juillet. On va aller jusqu'au 31 juillet avec vous, chers auditeurs, pour ceux qui nous écoutent, justement, qui sirotent leur thé ou leur café le matin. Ce matin, nous parlons justement de l'un des cancers, je le disais au début de cette émission, le plus fréquent chez l'enfant, la leucémie, une forme de cancer du sang justement, qui touche les enfants, mais pas seulement les enfants et les adultes, mais le pic justement c'est pendant l'enfance et après à partir de 60 ans. Le pic, je dis bien, tout le monde peut être atteint, nul n'est à l'abri de ce type de maladie, n'est-ce pas, professeur Boudiaf, vous qui êtes justement chef de service oncologie pédiatrique au CHU Mustapha Bacha d'Alger. Oui, effectivement, donc la leucémie aiguë, bon, j'aimerais corriger, ce n'est pas la première cause de cancer chez l'enfant, c'est la deuxième cause. On n'a pas dit que c'était la première cause. On a dit l'un des cancers les plus fréquents chez l'enfant. Non, j'aimerais quand même parler des chiffres. Et on a actuellement les données précises du registre national des cancers de l'enfant qui a publié les résultats en 2021 sur les statistiques de 2018. Juste pour vous donner une idée. Alors en 2018, on a comptabilisé à peu près 960 nouveaux cas de cancer
cancer chez l'enfant de 0 à 18 ans, en sachant qu'en pédiatrie, on les prend en charge jusqu'à 0-16 ans. Et les hémopathies malignes constituent le tiers. Et quand on parle d'hémopathie maligne, ce sont les leucémies aiguës et les lymphomes. Alors, par rapport à la leucémie aiguë, comme vous êtes une émission grand public, il faudrait informer c'est quoi la leucémie aiguë. La leucémie aiguë, c'est le cancer de l'enfant. Je pense que vous l'avez bien introduit, mais je vais donner plus de précision. Au saratan ad-dam. Qu'est-ce qui se passe dans la leucémie aiguë? Donc, pour une raison souvent non déterminée, il y a une prolifération anarchique des cellules précurseurs au niveau de la moelle osseuse qui va avoir une répercussion sur ce qu'on appelle les éléments figurés du sang. Donc, il y aura une diminution de l'hémoglobine, donc l'enfant sera pâle, anémique, et qui dit pâle, donc il sera fatigué. Il peut saigner parce que son taux de plaquettes est diminué. Il peut avoir le taux de globules blancs peut être normal ou élevé, et la maman ou le papa peuvent constater donc une déformation au niveau du cou, c'est-à-dire en rapport avec les ganglions qui sont hypertrophiés. Ils peuvent palper quelque chose au niveau de l'abdomen parce que la rate augmente de taille, le foie augmente de taille, et souvent ce sont des enfants qui se plaignent de douleurs osseuses qui s'expliquent parce que tout se passe au niveau de la moelle osseuse, et je vous rappelle que la moelle osseuse c'est au niveau des os. Je dirais que si vous posez la question, est-ce que il y a des retards diagnostiques par rapport à la leucémie aiguë? Vous savez que actuellement la structure de la famille algérienne a changé, c'est-à-dire que les parents, que ce soit la maman ou le papa, sont très regardants au moindre signe que présente leur enfant, fièvre, diarrhée, etc. Donc souvent, ce sont des parents qui consultent rapidement. Quel est le médecin de première ligne? Le médecin de première ligne, ça peut être un généraliste. Je pense qu'il faut donner de l'importance aux généralistes parce que quand hémopathie maligne, leucémie, il faut pas réfléchir les grandes villes. Il faut un enfant à Tamarasset peut faire une leucémie, Adra, etc. Donc ça peut être un généraliste ou un pédiatre qui soit libéral ou travaillant dans une structure hospitalière. Et à ce moment-là, donc la première chose, c'est commencer par examiner l'enfant. Ça, c'est pour vous dire, pour donner un élément. Qui dit douleur osseuse ne veut pas dire obligatoirement forcément leucémie aiguë. Et généralement, on se contente d'examens très simples. On commence par une formule de numération sanguine. Est-ce qu'on peut reconnaître comme ça pendant un examen clinique? Oui. Je vous dirais que la leucémie aiguë, heureusement, dans sa forme commune, est toujours parlante. Il y a toujours des signes qui inquiètent. Précurseur, oui. C'est-à-dire, il est pâle parce qu'il a une anémie. Il saigne. Je pense que M. Bdiaoui peut raconter l'histoire de sa fille. Il saigne parce qu'on va voir des pétichis ou des éléments qui nous orientent vers un problème au niveau des plaquettes ou carrément des troubles de la coagulation. Et comme je vous ai dit, il y a ce qu'on appelle communément un syndrome tumoral. Le diagnostic de leucémie aiguë dans sa forme commune ne pose pas de problème, sauf certains cas marginaux. On a ce qu'on appelle des formes atypiques où généralement c'est le pédiatre qui évoque le diagnostic. On dit évoquer le diagnostic, donc forcément on a besoin d'un certain nombre d'examens complémentaires pour orienter le diagnostic et bien sûr au final le poser de façon définitive par un médulogramme, et c'est à ce moment-là que nos amis hémobiologistes et hématologues vont intervenir, et on a besoin de cette preuve pour annoncer le diagnostic. Une formule peut suffire, professeur, non? Une formule Infroti? Alors la formule est orientatrice, c'est-à-dire dans la majorité des cas, la formule est perturbée. Il est exceptionnel qu'on ait une formule normale. Donc déjà, celui qui va lire qui va regarder le détail de cette formule sera alerté, soit parce que les globules blancs sont très élevés ou anormalement élevés, soit parce que il y a soit une anémie, soit une thrombopénie, soit une neutropénie. Et le mieux, c'est de faire un frottis sanguin. Ça va ensemble. Un frottis sanguin, parce qu'on va regarder ces cellules. Et encore une fois, c'est pour cela que j'ai toujours dit que les hémobiologistes et les hématologues forment un couple avec les pédiatres. C'est un couple qui est lié à incontournable. Ah oui, incontournable. On est tout le temps en contact parce que, attention, il y a une responsabilité. On ne doit jamais annoncer le diagnostic de leucémie sans avoir
la preuve. Oui, et il y a eu des erreurs comme ça. Bien sûr. Pour ce qui est des formules, on voyait des globules blancs qui grimpaient. Bien sûr, bien sûr. Voilà, il y a eu des erreurs ou une désorientation pour les parents et vice-versa. Hein. Il y a eu aussi des erreurs de diagnostic pour ceux qui sont atteints de leucémie et qui ont disait que c'était pas ça. Et les erreurs, je vous dirais, oui, ça existe comme partout en médecine. Effectivement, l'erreur, généralement, je vais vous dire, elle est souvent commise par le médecin, par méconnaissance. Je pratique l'oncologie pédiatrique depuis fort longtemps. On va dire, ma passion a commencé quand j'étais étudiante en pédiatrie, donc à BDMSous, et par la suite, donc à Bertraria pendant 20 ans, et depuis 2014, je suis chef service. Alors, j'ai vécu une période où, malheureusement, les douleurs osseuses étaient prises à tort, pour des rhumatismes articulaires aigus. Ce qui fait que ça conduisait à des prescriptions, donc, intempestives de corticothérapie. Et comme vous le savez, la corticothérapie traite tout, ça soulage. Et là, ça retarde le diagnostic et ça peut être préjudiciable par rapport l'enfant. Manque de prise en charge précoce. Plus la prise en charge est précoce, on le dit souvent dans cette émission, meilleurs sont les résultats dans tous les domaines, hein, pas seulement la santé. Hein. Quand on travaille bien, quand on travaille les débuts, même pour ses études, on a de meilleurs résultats. Et quand on diagnostique rapidement, précocement, on a de meilleurs résultats également. C'est pour ça qu'il faut justement consulter en cas de douleur, en cas de signes pas normaux chez votre enfant. Il faut consulter encore, prendre 2 avis, pourquoi pas. L'erreur est humaine aussi, professeur. Voilà, donc la deuxième étape. Donc jusqu'à présent, on n'a parlé que de formules et de frottis sanguins. Et en aucun cas, on annonce le diagnostic de leucémie. On peut dire suspicion de leucémie si le frottis sanguin retrouve des cellules anormales. Et je pense professeur Nekal en dira un peu plus. Par contre, parce qu'il faut quand même que l'opinion, il faut qu'il sache où doit-on consulter. Donc il faut donner l'information, quels sont les services en Algérie qui prennent en charge les leucémies aiguës. Parce que c'est très important. Théoriquement, toutes les structures hospitalières où il y a un service de pédiatrie qui dispose d'un laboratoire de biologie et surtout un centre de transfusion sanguine est en mesure, dans un premier temps, d'accueillir l'enfant et d'accueillir les parents. J'insiste sur le mot accueillir. Je ne parle pas de prise en charge. Accueillir et offrir un lit, c'est une première étape très importante pour déstresser les parents. Parce que malheureusement, ce qu'on voit actuellement, dès qu'on suspecte, on remet une lettre et on dit aux parents, c'est à vous de trouver une place. Oui. Une place n'est pas faite uniquement pour traiter, elle est faite également pour déstresser les parents. Donc, par rapport aux services qui prennent en charge les leucémies, parce qu'il faut donner cette information, je prends l'Est, il y a un seul centre, c'est le centre anti-cancer, donc il prend tous les malades. Donc vous imaginez, un leucémique à Tlemcen, il est obligé d'aller à Oran pour se faire traiter. Alger, on a plus d'unités de services. Il y a 2 unités au niveau des services de pédiatrie de Beni Messous, donc là où j'ai été formée. C'est une équipe qui a beaucoup d'expertise, c'est une des premières équipes médicales qui s'est lancée dans cette aventure de l'oncologie pédiatrique. Il y a le service de Bertraria, là où j'ai travaillé une vingtaine d'années, où j'ai eu l'honneur de connaître la famille Djaoui, donc le papa est là, et je pense qu'il a beaucoup de choses à dire. Il y a le service d'oncologie pédiatrique de Mustapha, là où j'exerce, qui a été créé en 2014, mais il faut préciser que la clinique médicale infantile a une tradition. C'était un service dont le taux d'occupation était de l'ordre de tiers. Je termine parce que c'est important. Oui, rapidement, comme ça. Oui, c'est important. J'ai une leucémie, où dois-je consulter? Voilà, ça c'est important. Oui. Je continue par respect pour citer ceux qui prennent en charge les leucémies. Il y a l'équipe de Parnay, il y a l'équipe de Tizi Ouzou, il y a de Blida, il y a une équipe naissante à Dela Ben Khadda service, mais pour le moment, malheureusement, ils n'ont pas encore commencé l'hospitalisation, ils ne prennent pas les hémopathies malignes. On aura l'occasion de détailler par rapport à la lourdeur de la prise en charge. À l'Est, il y a Sétif, il y a Constantine, il y a Annaba,
et il y a Betna. Donc je terminerai en disant, si vous reportez tous ces sites, toutes ces unités et services de prise en charge des leucémies aiguës de l'enfant en Algérie, sur une carte de géographie, vous allez voir que c'est une répartition inhomogène et qui dénote bien qu'il va y avoir un accès inégalitaire par rapport aux soins d'un enfant leucémique en Algérie. En termes clairs, un enfant qui vit, de Taman al-Rased qui fait une leucémie aiguë a moins de chances d'être pris en charge à temps. Et je tiens à le préciser, parce que je prends l'exemple de Mustapha, où on reçoit des demandes de partout qui émanent du territoire national. Je ne pensais pas un jour travailler avec une liste d'attente, mais malheureusement je le fais, et il m'est arrivé de donner un accord, mais entre-temps, l'enfant décède. C'est pour cela que je pense que maintenant, il faut avoir une meilleure réflexion, essayer d'ouvrir et de créer d'autres services d'oncologie pédiatrique. Oui, ça manque énormément, on l'a toujours... Oui. Très bien, nous avons avec nous Monsieur Bedjaoui Chaouch, personne très importante dans cette émission. Monsieur Bedjaoui, bonjour. Chaouch, bonjour. Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité. Voilà, je vais vous présenter rapidement. Vous êtes le papa d'une petite fille, enfin, c'était une petite fille, c'est une grande jeune fille aujourd'hui qui a fait des études supérieures, qui a eu son master, etc. On la félicite pour ça. Votre fille, elle s'appelle comment Leïla. Elle s'appelle Leïla, c'est ça? Leïla qui était atteinte de leucémie il y a fort longtemps, hein, qui a été prise en charge comme par hasard par professeur Boudiaf. Enfin, je ne le savais pas, elle est avec nous aujourd'hui. Ben, elle a été prise en charge par professeur Boudiaf. Monsieur Chaouch, Bedjaoui Chaouch a beaucoup d'émotions hein, dans cette émission et il se en rappelle, mais c'est un combat long pour les parents. Hein, moi, je dis souvent pour les parents parce que l'enfant, c'est vrai qu'il souffre, mais c'est pas ce qui lui arrive. Hein. Il est pris en charge par ses parents et comme je disais dans mon introduction, face à l'inconnu. Je me permets de vous contredire un petit peu parce que bon, il y a le combat des parents, l'engagement, mais il y a aussi le meilleur allié du malade, c'est le malade lui-même. C'est le malade lui-même. Il faut arriver à donner à l'enfant aussi cette envie de se battre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tout d'abord, je tiens à dire que pour tous ceux qui nous écoutent, voilà, oui. À 3 ans, elle commençait à avoir des bleus. Moi, je pensais qu'elle était turbulente. Elle se cognait. Et puis, tout à coup, il commençait à avoir des hémorragies. Et puis, une fatigue extraordinaire. On l'a pris directement à l'hôpital Bni Messous. Et la médecin qui nous a accueillis, elle a subodoré tout de suite. Elle a soupçonné une leucémie. Tout de suite, elle a compris. Elle a demandé de faire un examen immédiatement, un examen sanguin, oui. Bon, je la garde. Ok. Je suis l'interrogeant, il n'y avait pas de lit. Elle m'a dit, bon, écoutez, il faut l'expliquer tout de suite, je vais vous envoyer chez une amie à mort. Oui, professeur Boudiaf qui est avec nous. Oui, hein, le monde est petit. Le résultat des analyses, un petit mot, bon, et on débarque à l'hôpital Butraïr. Elle a bien ausculté sur toutes les formes, les coutures, et puis elle m'a bien regardé. Je parle du professeur Boudiaf. Hein. Elle a regardé sa maman, puis elle m'a dit, comme ça, sans me laisser le temps de respirer, j'ai besoin de vous, suivez-moi dans mon bureau. On dit toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Oui. Mais on n'est jamais... On n'est pas à l'abri. On ne s'attend pas à ce que ça nous arrive personnellement. Oui. Moi, j'étais à des lieux de penser qu'il s'agit déjà le mot lui-même est cancer. Oui, voilà. D'un cancer ou de quelque chose de très sérieux, hein, on va dire. Je rentre dans son bureau. Monsieur, votre fille a une leucémie. J'ai même pas eu le temps de reprendre mon souffle, mais ça c'est en 2001. 2001, ça remonte quand même. Mais aujourd'hui, en 2001, 97% des cas de leucémie sont guéris. C'est plus virulent chez quelqu'un de moins de 2 ans et plus de 6 ans. Ma fille avait 3 ans. Elle était dans la norme. C'est plus virulent chez un garçon que chez une fille. Et puis, il y a la LAL1, LAL2, LAL3, LAM, etc. Elle m'a bluffé, grave. Tout de suite, elle m'a bluffé. Professeur Boudiaf vous a bluffé. Elle m'a bluffé. Elle m'a pris comme ça, de court, comme ça. Bon, voilà. Elle a le gêné, mais
Ouais. Tout de suite, elle a appliqué la pommade. 97% de guérison. C'est plus virulent, c'est moins de 2 ans, plus de 6 ans, là qu'elle avait 3 ans. Elle m'a vendu de l'espoir. L'espoir qui a marché. Hein. J'ai mis 2 ou 3 jours pour digérer, pour dire que c'est ma fille, ça m'arrive à moi. Le temps pour ne pas sombrer dans le désespoir, elle m'avait déjà appliqué l'antidote. Ouais. Elle m'a donné de l'espoir. Oui, l'espoir fait vivre. Hein, et en même temps, elle m'avait confié une mission douloureuse. C'est comment annoncer ça à ma femme. La petite était trop jeune pour l'homme, mais elle sentait qu'il se passe quelque chose de... Oui, mais elle ne comprenait pas. Oui, les enfants ne comprennent pas cet âge-là. L'aventure a commencé comme ça. Oui. Donc, et là, je tiens à saluer un petit peu la dimension humanitaire du professeur Boudia. Oui. Elle a utilisé une médecine, je vais entre guillemets, oui. Qu'on n'apprend pas à la faculté de médecine. Qu'on n'apprend pas, et quand on fait ce métier, franchement, je le dis souvent dans cette émission, il faut avoir un minimum d'humanisme, il faut être humain, parce que franchement, l'annonce d'un diagnostic aux parents ou quelqu'un d'autre, ou même celui qui est atteint, est très très important. Je peux intervenir juste pour vous dire quand même. Vous avez les larmes aux yeux. Oui, j'ai les larmes aux yeux, mais j'aimerais quand même préciser, ce n'est pas une émission autour de ma petite personne. L'oncologie pédiatrique, certes, ne sont pas une grande communauté, mais j'aimerais rendre hommage au personnel médical, au personnel paramédical qu'on a tendance à oublier, parce que sans les infirmières et les infirmiers, c'est la cheville ouvrière. Mais Monsieur Bdiaoui, vous m'avez rappelé que à l'époque, je n'ai pas respecté ce qu'on appelle le dispositif d'annonce du diagnostic, parce que actuellement, on ne le fait qu'en présence d'un psychologue. Oui. Voilà. Mais vous avez assuré, professeur Boudiaf, avec toute modestie, hein, pour vous. Encore votre modestie. Vous êtes modeste, mais bon, vous avez assuré. Encore un petit peu, mais je voulais, mon objectif à moi, c'est de donner de l'espoir aux enfants qui sont malades, parce qu'ils comprennent, c'est des personnes, l'espoir aux parents, pour dire que le combat vaut le coup, et surtout pour rendre hommage à toute l'armée blanche, l'armée de blouse blanche qu'il y a autour, y compris les paramédicaux, y compris, ça va plus loin, hein, y compris aux préposés de l'hygiène, etc. Tout le monde était complice, tout le monde avait participé pour créer une atmosphère, et une atmosphère. C'est pour ça que je dis à tous ceux qui me posaient des questions, le service de Butaria, il avait une âme. Tout le monde contribuait. Et donc, l'aventure a commencé. En plus de son comportement de médecin, elle était pédagogue. Oui, c'est important, oui. Non, c'est pour démythifier un peu, la maladie elle-même. Parce que très souvent, les gens, vous l'avez dit tout à l'heure, vous tous les deux, les gens ne comprennent pas. Oui, c'est l'inconnu hein, pour beaucoup, pour les parents. Le côté pédagogue, la démarche pédagogique était pour démythifier un petit peu cette maladie. C'est une maladie comme les autres. Elle avait 3 ans, dites-nous, Monsieur Bedjaoui. Elle avait 3 ans. Elle était pratiquement guérie, mais elle a récidivé, on va dire. Hein. C'était pas de tout. À l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans, elle avait récidivé. Et là, je me souviens, elle m'avait passé un coup de fil, elle m'avait téléphoné, elle était en larmes. Elle a récidivé. Et je parle sur votre contrôle. Hein. Mais la chance qu'a eu ma fille, c'est qu'elle a fait une deuxième leucémie. Oui, une autre forme de leucémie. Oui, si elle avait rechuté, je crois qu'elle ne serait plus là. Elle a fait une deuxième leucémie. Et donc, mais là, tout le travail qui a été fait en amont, le travail de toute l'équipe du professeur Boudiaf. Sans avoir recours à une moelle osseuse. Greffe, non. Greffe de la moelle. Le professeur Boudiaf avait tempéré, elle avait freiné jusqu'au dernier moment. Ça aussi, c'est une forme d'espoir. Oui. Parce que quand on arrive un petit peu à la greffe, c'est que déjà on apprend aussi un certain seuil. Donc le fait de retarder, et ça a très bien marché. Ça a marché grâce à vous aussi, grâce aux parents, grâce aux professionnels de la santé. Si je peux intervenir, je pense que ça a fonctionné grâce à la foi. La foi, exactement. L'exemple, je peux le dire que quand Leïla a rechuté,
j'étais au bord de la dépression. Ça, c'est juste pour vous rappeler que l'oncologie pédiatrique tient compte de la dimension sociale, psychologique, et il y a une relation, on va dire, triangulaire, médecin, parents, psychologue. Il faut rappeler que nous soignons, nous sommes avant tout des êtres humains. Oui, oui. Vous savez, le temps nous presse. C'est très intéressant, hein, cette émission. C'est-à-dire quand on parle du côté justement humain et du côté juste après l'annonce d'un diagnostic, ça fait toujours mal et le combat est long. C'est un parcours de combattant aussi pour le patient, mais aussi pour son entourage, les parents. Aujourd'hui, elle a quel âge, votre fille, Leïla? Elle a 23 ans et des poussières, comme elle le dit pour plaisanter, parce qu'elle a un humour un peu caustique. Elle a 23 ans, elle a soutenu, je crois, aussi. Oui. Pas tout le temps, je montrais les photos. Oui. Elle vient de soutenir avec un 17, elle a un 17 en gestion finance. Très bien. Elle est déjà radin. Et ça se complique en faisant gestion finance. Donc j'imagine un petit peu l'ambiance qu'elle a à la maison. Très bien. Oui. Rapidement, je voudrais rendre hommage aussi à l'équipe de médecins, d'infirmiers, etc. De Dr Hamadouche, Dr Fernand, et d'autres, j'ai oublié les noms. Les infirmiers. Il y en avait un qui était il faisait des dessins. Ouais. Les infirmières venaient le soir. Oui, c'est des choses qui nous marquent, hein, c'est des gestes qui nous marquent, parce qu'on rappelle du moindre détail. Quand on a un enfant malade ou quand on est hospitalisé, on se rappelle de l'infirmière, on se rappelle même de la femme de salle ou la femme de ménage qui passe. Oui. Ce sont des souvenirs, hein, des moments qu'on n'oublie pas, et puis qu'on n'oublie pas et qu'on retient, c'est de bons souvenirs quand ça va très bien par la suite, hein, quand il y a guérison, etc. Et on souhaite longue vie justement à Leïla et à beaucoup d'enfants qui sont malades et qui ont besoin de soutien moral, psychologique. C'est très important, hein, c'est une bataille. Oui, je vais terminer. Oui, allez-y, je suis un bavard, hein, c'est un défaut professionnel. Il vous faut une émission à vous seul. Vous avez beaucoup de choses à nous raconter, monsieur Djaoui. C'est pour lancer un message d'abord pour les parents, que c'est une maladie qui est maîtrisée et que il suffit de se battre. Un autre message pour les médecins, les jeunes médecins qui prennent la relève, pour ceux qui sont en train d'étudier la médecine et pour ceux qui souhaiteraient devenir médecin. Ce n'est pas un métier, c'est un engagement. Et comme on dit de l'autre côté, c'est un sacerdoce. C'est une mission pratiquement religieuse. C'est une mission. Il faut de la foi. Oui. Il faut donner son âme. Et les médecins, les infirmiers, payent de leur personne. Oui. Et donc, si ils n'ont pas ce genre de trip. Et ils vont changer de métier. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, avec la Covid-19, vous l'avez remarqué, vous savez, les chiffres augmentent. Attention, hein. Faites très attention. La Covid est toujours là. Et nul n'est à l'abri. Hein. Vous savez, on pense que ça se calme. Mais non, hein. Les chiffres grimpent de plus en plus. Donc, s'il vous plaît, les gestes barrières, faites respecter les gestes barrières. Respectez les gestes barrières. Distanciation physique, port de masque obligatoire et puis lavage des mains fréquent. Nous allons prendre un appel. Très bien, juste après on fera intervenir professeur Nekal Salim qui est chef de service hématologie au CHU Benemissous d'Alger. Oui, nous le disions donc, nous avons avec nous Karim qui nous appelle d'Alger. Karim, bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Voilà, j'aimerais poser quelques questions si c'est possible pour... Oui, allez-y, rapidement, oui. Voilà, j'aimerais savoir comment on peut avoir cette maladie et pourquoi elle touche les enfants que les adultes et pourquoi d'autres personnes décèdent. Pourquoi d'autres enfants décèdent. Merci beaucoup, Karim. On vous répondra dans un petit instant avec nos professeurs Nekal. Vous pouvez réagir, mesdames, messieurs, au 021 48 15 15. Sinon, la page Facebook de l'émission Stéthoscope. Comment avoir cette maladie?
Qu'est-ce qui fait contracte? Oui. Vous répondez dans un petit moment. Alors, on va faire intervenir professeur Nekal pour l'adulte, très rapidement, parce que la leucémie, ça ne touche pas que les enfants. Vous savez, peut-être qu'il y a certaines personnes qui seront frustrées d'écouter cette émission et qui ont la leucémie, qui ont une leucémie, qui ne sont pas forcément enfants, qui sont adultes. Donc, professeur Nekal. Merci. Ravi, évidemment, d'être là, surtout avec les proches de mon ami, le professeur Boudiaf, avec qui on a fait une belle équipe, je pense, et ça continue à Bnimsous. Je crois que c'est un véritable exemple de collaboration entre les hématologistes et les pédiatres, une tradition à Bnimsous. On a besoin de cette approche et le fait d'être proche pour pouvoir gérer cette maladie qui est souvent grave. Dites-nous, professeur, est-ce que les signes sont pareils pour l'enfant que l'adulte, justement? Je vais très très vite vous rassurer. C'est exactement la même chose. Ouais. C'est une atteinte de la moelle et les signes qui ont été cités par le professeur Boudiaf sont exactement ceux qu'on pourra retrouver chez l'adulte. Ouais. La problématique, à mon avis, et puisqu'on est dans une émission de grande écoute, c'est d'alerter. C'est pour ça que je suis là. Je sais que c'est une émission pour la pédiatrie, mais je me sens très proche de la pédiatrie, historiquement. Non, quand on parle de... Le professeur Boudiaf le comprendra. Non, je veux dire par là, la problématique est dans les possibilités de prise en charge dans notre pays. Il faut que ça change. C'est simple. Le nombre de lits en hématologie est faible et dérisoire. J'allais presque dire scandaleux. Ce n'est pas normal qu'il y ait des listes d'attente pour des malades dont le pronostic vital est mis en jeu, que ce soit des enfants ou des adultes. C'est le cas. Ce terme de liste d'attente, ça rappelle, je ne sais pas, RLGI. C'est pas normal. Comment ça se fait qu'on ait des listes d'attente chez nous, à Bnimsous? Il y a un seul service d'hématologie adulte, si on considère l'Algérois. Ce serait celui de Bnimsous plus que celui de Mustapha. Je parle du CPMC, pas de Mustapha, CPMC s'occupe de la greffe de moelle. Et donc si on enlève Aïn Nadja, qui est pour les militaires, donc on se retrouve avec 12, 16 lits. Ça n'est pas normal. Tout ceci est notifié, j'allais presque dire publié, pour vous donner tous les chiffres des leucémies. On peut parler pendant des heures sur les happy end, et je suis très content de voir M. Djaoui. Évidemment, il ne faut pas, je veux dire, franchement ça suffit. C'est pour ça que je suis venu et je voulais le dire. On a besoin de lits d'hématologie pédiatrique. Ce n'est pas normal qu'il faille envoyer un malade de 2000 km pour être traité. Il y a des pédiatres attendant la recette. Il faut leur mettre les moyens de prendre en charge. C'est simple. Maintenant, pour faire des diagnostics, vous savez, c'est très simple. C'est peut-être la pathologie, on a très peur. On reconnaît très vite, dès que le terme sang, fait glacer le sang. Oui, parce qu'on a l'impression que le sang est diffusé partout. Quand il y a un cancer du sang, on se dit, ça y est, le corps est fait de sang et il y a plein de sang, donc il va se propager. Or, c'est pas le cas, c'est pas toujours le cas. On est outré, je le répète, par le fait qu'il y ait des problèmes. Je sais qu'on est dans le Covid, mais il y a tous les autres malades. Oui, il ne faut pas quand même. On ne va pas mettre le Covid comme ce qui se passe maintenant. Voilà. Covid, et puis on arrête. Professeur, comment justement cette maladie, comment se déclare-t-elle? Enfin, vous avez parlé des symptômes, etc. Mais quelles sont les personnes les plus susceptibles d'avoir cette maladie? C'est tout le monde. Une réponse simple. Dans les études médicales, il y a un module qui s'appelle l'hématologie, et dans ce module, on apprend à des futurs médecins, c'est-à-dire des généralistes, des signes clés. Tout le monde les connaît. Oui. D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez utilisé un terme qui m'a fait un petit peu sourire. Vous avez dit, je crois que c'est à force de côtoyer la médecine. Qu'est-ce que j'ai dit? Les globules blancs ont grimpé. J'adore ce mot, parce que c'est ce qu'on dit, nous. On dit, attention, les blancs grimpent. Oui, les blancs grimpent. Je l'ai dit comme ça. Non, mais parce que vous avez entendu. Voilà, ce sont des termes. On le sait et on sent, pour tous les médecins, la leucémie aiguë. De toutes les façons. Si on se trompe, je veux dire, dans le sens négatif, tant mieux. C'est-à-dire, on pense... Oui, il vaut mieux... mais si c'est dans l'autre sens, c'est pas bon. Donc, par excès, oui. Tous les médecins le savent. Dès qu'il y a des douleurs osseuses, dès qu'il y a une anémie, dès qu'il y a un saignement, ça coûte rien d'abord lancer des examens simples qui ont été cités tout à l'heure. La formule, vraiment, la première, passer la main
Oui. Il faut qu'il y ait une offre de soins, madame. Oui, une offre Notre de pays se doit de donner une offre de soins à nos malades. Professeur, est-ce qu'il y a des personnes qui sont prédisposées justement à avoir justement un cancer du sang par rapport à d'autres? Il y a une prédisposition, professeur Oui, bon, en fait, on va répondre aux deux questions de l'auditeur qui se pose. Oui, comment avoir... Par rapport aux facteurs étiologiques. Donc déjà, je précise... La cause. Alors, les leucémies chez l'enfant, par rapport aux facteurs étiologiques, ceux-ci sont très marginaux. C'est-à-dire, je m'explique, la majorité des cas, la leucémie aiguë survient de façon sporadique chez un enfant qui est sain, qui n'a aucun antécédent. Mais il est bien établi qu'il y a des facteurs étiologiques qui sont reconnus de par des données de la littérature. Ce sont ceux qui ont été traités pour une tumeur généralement solide, qui ont reçu des agents de chimiothérapie qui sont connus leucémogènes comme les toposites, les alkylants. Certaines, il y a la radiothérapie. C'est pour cela que, par exemple, dans le maladie de Hodgkin, maintenant, on va de plus en plus vers la suppression de la radiothérapie parce que ce sont des enfants qui sont guéris de leur maladie, le maladie de Hodgkin, et on a remarqué que certains d'entre eux peuvent développer d'autres tumeurs, en l'occurrence les leucémies. Certaines aberrations chromosomiques, qui est bien connue, c'est la trisomie 21, et on sait qu'elle multiplie le risque de leucémie. Le syndrome de Down, voilà, oui. de Down, de multiplier le risque de la LAM de 50 fois 50, la LAL fois 10, et d'autres déficits immunitaires comme l'ataxie télangiectasie. Mais en fait, c'est que si je prends des statistiques sur 100 leucémies, on peut avoir un qui a ce type de prédisposition. Donc par rapport aux facteurs étiologiques prouvés. Il y a eu d'autres facteurs qui ont été incriminés, mais sans sans évidence. Par exemple, par rapport au nombre d'infections dans la petite enfance, par rapport à la fréquentation en crèche, etc. Très bien, il est 11h40 sur Alger, chaîne 3. Vous pouvez, chers auditeurs, réagir au 021 48 15 15, 021 48 15 15 ou notre page Facebook Stéthoscope. Professeur Boudiaf, je voulais vous poser, moi, une question par rapport à la chance de survie. Est-ce qu'on guérit justement? Quel est le pourcentage? Je sais que la leucémie est une maladie très grave, mais est-ce qu'on guérit réellement de la maladie? Franchement, c'est la question que j'attends parce que, alors, déjà, il faut préciser on va dire qu'il y a deux types de leucémie. Il y a les leucémies aiguës lymphoblastiques. Heureusement, ce sont les plus fréquentes et ce sont ces leucémies qu'on peut guérir à hauteur de 80 à 90% ailleurs. Mais pour, on va dire, atteindre ces objectifs, il faut certaines conditions et certains impératifs. Ça, c'est très important parce que la leucémie aiguë ne se traite pas et ne devrait pas se traiter partout. Il faut une structure adaptée où les conditions d'hygiène sont respectées. Oui. C'est très important parce qu'il faut l'isolation, notamment. Il faut isoler. Voilà. C'est l'occasion parce que à Mustapha, j'ai eu la grande chance d'avoir un secteur protégé. C'est une unité qui a été rénovée, équipée par la société civile Sonatrach. Et je peux vous dire que cet acte-là de mécénat a sauvé des vies puisque ce sont essentiellement les enfants qui ont des leucémies aiguës myéloblastiques qui sont traités dans ce secteur. Et je pense qu'il faut aller vers la normalisation et vers le respect de ces règles élémentaires. Donc l'environnement est très important. Le deuxième impératif, et là permettez-moi c'est un cri de colère, il faut une disponibilité permanente des drogues. Je le dis et je persiste. Et là, c'est un message à qui de droit et à ceux qui ont ce pouvoir autorités concernées, décisionnel. On traite une leucémie aiguë lymphoblastique avec très peu de drogues. Ce sont des drogues qui ne sont pas chères et qui sont génériquées depuis longtemps. Monsieur Biaoui peut témoigner, lui, il a vécu la période de la pénurie du purinétol. On a pu pallier à cette pénurie parce qu'on arrivait à acheter avec nos propres fonds et c'était les parents qui l'achetaient généralement, ce soit en France, soit au Maroc. Comme il vous dit, il fait le geste du on peut pas le voir, c'est pas la télévision. Maintenant, on nous annonce une pénurie à l'asparaginase. On a vécu la pénurie du méthotrexate, de l'acide folignique et cela est
inacceptable. Je suis chef de service, j'ai une responsabilité administrative, mais également j'ai une responsabilité morale. Comme il a dit Monsieur Nekal, je le concède, on vit un gros problème de pandémie par rapport à la Covid-19. Alors mon Dieu, considérer l'oncologie pédiatrique comme une crise sanitaire, il faut sanctuariser cette spécialité et donner tous les moyens à l'enfant cancéreux algérien. Il a le droit d'être traité correctement, il a le droit tout simplement à la vie. Et vous avez un exemple éloquent, c'est la petite Leïla. La petite Leïla qui a survécu, qui a aujourd'hui 23 ans. Oui, rapidement, Monsieur Bdioui, parce qu'on a quelqu'un. Oui, allez-y, rapidement. L'aventure de Leïla ne se termine pas là. Oui. Elle a eu une tumeur derrière l'oreille qu'on avait avec 2 ans de radiothérapie. Hein. Oui, c'est ça, oui. Et c'est des enfants qui peuvent développer d'autres... Je m'associe au cri de colère du professeur Boudiab. Oui, pour les drogues, oui. Parce que les médicaments n'étaient pas disponibles, il fallait courir, etc. Et je tiens à remercier énormément le docteur Nekal. Professeur Nekal. Qui a pallié à des petits moments d'angoisse que j'avais. Il fallait trouver des plaquettes et c'était introuvable. Oui, surtout les plaquettes. Le don de sang, on reviendra pour dire que le don de sang est important et qu'on peut faire don de son sang, même en ce moment, c'est protégé, n'ayez pas peur, vous pouvez le faire. Et les plaquettes, oui, les plaquettes, justement, je disais, Monsieur Bdioui Chaouch. Voilà, nous allons prendre Hafid qui nous appelle d'Elbiar. On a fait attendre Hafid, bonjour. Bonjour madame. Ça va Hafid, vous allez bien? Alhamdulillah, alhamdulillah. Bon, je voudrais seulement poser une question par rapport à mon fils. Oui. Bon, il avait des saignements, si je peux d'abord. Hein. Pardon? Je peux poser une question par rapport à mon fils. Oui. Voilà, il avait des saignements nasales. Bon, j'ai été chez le médecin. Il a vu quand même une persistance de quelques bleus sur la jambe. Moi, comme votre invité, je pensais que c'était dû à la turbulence de mon fils. Bon, il m'a demandé de faire des analyses. Bon, il y a un phénomène, c'est l'automédication. Moi, tout de suite, j'ai consulté l'internet. J'ai vu qu'il y a quelques analyses qui sont pas bien. Les lymphocytes, par exemple, je sais pas quoi. Hein. Oui, allez-y. Voilà, mais le médecin, là, il m'a rassuré, il m'a dit qu'il n'avait rien, parce que, donc, est-ce qu'il ne s'agit pas de voir un autre médecin ou là? Donc, ça fait combien de temps, dites-nous, Hafid? Bon, ça a 10 jours à peu près. Il a des bleus sur la jambe, mais il n'a pas voilà. Il n'est pas tombé ou non? Si, il joue, il est turbulent, il joue, il est turbulent. Ouais. Moi, j'ai tout de suite lié ça à son caractère, mais là, bon, le médecin, il m'a rassuré, il m'a dit qu'il n'avait rien. Donc, malgré les analyses qui ne sont pas vraiment bien, mais il n'avait rien. Donc, est-ce qu'il ne s'agit pas de reconsulter ou là? On vous répondra dans un... Oui, bon, je peux répondre. Répondez rapidement. Si, monsieur, vous avez des doutes, le mieux, c'est de consulter un autre médecin. Vous avez une structure hospitalière, sans la nommer, qui est pas très loin, Elbiar. Mais il n'a pas d'autres symptômes. Et je pense que les médecins qui vont vous accueillir vont vous rassurer, ou si juste qu'il faut faire d'autres examens complémentaires. Voilà. Ils le feront. Oui, professeur Nekal, rapidement, allez-y. Non, c'est pas pour le cas, ça il a été dit. Déjà que c'est difficile, pas difficile, mais enfin c'est important que les diagnostics d'une leucémie aiguë, d'une hémopathie maligne se fassent en milieu hospitalier, ça sera certainement pas au téléphone. Donc dès qu'il y a un problème, il faut mieux aller consulter. Oui, allez-y, professeur Nekal. Tout ça, dire un mot. La prise en charge d'une hémopathie maligne et de tous les cancers, c'est vrai qu'il y a la chimiothérapie, mais à côté, en anglais on appelle ça de manière pompeuse supportive care, mais c'est tout ce qu'il y a à côté. On a parlé des chambres stériles, il y a tout le support, la transfusion, les médications, les antibiotiques, la psychologie, la présence, enfin tout un environnement. C'est un arsenal de prise en charge. À mon avis, c'est peut-être le plus important. Il ne faut pas l'omettre. J'espère que justement les autorités concernées sont à l'écoute. Je suis sûre qu'ils sont à l'écoute. Hein. Voilà, nous allons prendre un autre appel de Taïeb qui nous appelle de Constantine. Taïeb, bonjour. Allô? Bonjour Taïeb. Bonjour madame. Ça va Taïeb, allez-y, posez votre question. Oui, voilà, je voudrais poser la question au professeur. J'ai été diagnostiqué avec une TE, une thrombocytémie essentielle. Je suis traité avec de l'hydréa, 2 gélules par jour. Alors ma question, est-ce que la thrombocytémie essentielle est une leucémie? Et seconde question, est-ce que c'est guérissable?
Et aussi, est-ce qu'il existe un traitement à l'étranger, disons, mieux que l'hydréa? Voilà. Merci beaucoup, Taïeb. Vous avez quel âge? J'ai 59 ans. On vous répondra directement dans un petit moment. Voilà, 11h48 sur Alger Chaîne 3. Professeur Nekal, vous êtes la personne là tout indiquée pour ça, pour répondre à cette question. Allez-y. Non, pour notre ami Taïeb, ce n'est pas une leucémie aiguë, ça fait partie des syndromes myéloprolifératifs. En fait, c'est la moelle qui fabrique un peu trop de précurseurs des plaquettes pour lui. Il y a quelque chose dans la moelle qui fabrique les plaquettes qu'on appelle les mégas, et ben chez lui, c'est ça le problème. Bon, il est sous hydréas. Enfin, c'est une pathologie chronique qui se gère plus ou moins bien. Effectivement, il y a des options thérapeutiques. Maintenant, il y a des options thérapeutiques, mais bon, je ne pense pas que ça soit aussi à la radio qu'on va régler ou qu'on va donner. Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on peut dire que c'est guérissable? Le terme guérissable n'est peut-être pas le mot le plus juste. Approprié, on va dire, oui. C'est une pathologie chronique. D'ailleurs, ça s'appelle un syndrome myéloprolifératif chronique. Et quand il atteint les plaquettes, ça s'appelle la thrombocytémie. Non, mais s'il est suivi, il faut qu'il soit suivi en hémato, effectivement. Là, sa question est, elle est un peu cachée par d'autres, mais est-ce qu'il y a mieux de l'autre côté en termes de est-ce qu'il y a mieux? Il y a tout ce qu'il faut si on les a ici. Oui. Le terme mieux n'est qu'une question de disponibilité. Oui, il faut dire disponibilité de produits, donc, de drogues. Allez consulter, il y a un très bon service d'hématologie à Constantine, je crois. Et puis, Très bien, nous allons prendre un dernier appel. C'est Zoubida qui nous appelle d'Oran. Zoubida, bonjour. Oui, bonjour. Ça va, Zoubida? Bonjour, professeur. Bonjour, toute l'équipe. Merci pour votre émission, oui. Oui. Votre émission. Oui, moi je suis pas une enfant. Je sais que c'est un sujet pour surtout les enfants. Non, mais aussi, on peut parler aussi de l'adulte. Professeur Nekal est avec nous aujourd'hui, oui. Ah, d'accord. Moi je suis retraitée, je suis âgée. Je fais un mycosis fungoïde. Donc c'est un problème de lymphocytes, au niveau des lymphocytes. Oui, je suis traitée au niveau d'Oran avec la photothérapie et puis comme corticoïde, du clotazole, c'est tout. Donc dès que j'arrête, comme avec le Covid, j'ai dû arrêter pendant une année. C'est quoi votre question? C'est pas une consultation en direct, Zoubida. Mais ça fait rien. Allez-y, posez votre question. Oui, la dermato, oui. Est-ce que, non, ben oui, la question, est-ce qu'il y a une possibilité de guérison ou bien on va traîner ce mycosis toute la vie? C'est ça. Oui, allez-y, professeur Nekal, rapidement. On est. Tout simplement. Oui, il faut voir peut-être. Non, mais son spécialiste. C'est son spécialiste. Oui, même. Un dermato, oui, voilà. Merci, Zoubida. Écoutez, il faut aller chez le spécialiste lui-même. Vous savez, quand on a des spécialistes comme ça, en hémato, toutes les spécialités, diabéto ou quelque chose, c'est des gens qui sont spécialistes dans leur domaine. C'est pour ça que c'est bien de voir un généraliste qui peut vous orienter. Et si vous êtes déjà prise en charge et suivi, il faut suivre votre médecin, le spécialiste de ce que vous avez. 11h52 sur Alger Chaîne 3. Il nous reste 5 minutes. 5 minutes. Moi, je voulais revenir sur les plaquettes. Les plaquettes pour ce qui est des personnes atteintes de leucémie, surtout quand il s'agit d'enfants. Ce sont des personnes qui ont leur vie dépend parfois justement de plaquettes, de sang, de dons de sang. Le don de sang aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup, surtout avec la Covid, etc. Donc il faut dire qu'il faut encourager justement cet acte, professeur Boudiaf. Ah oui, là vraiment comme je l'ai dit, la leucémie aiguë de l'enfant, que ce soit les leucémies aiguës lymphoblastiques ou myéloblastiques, sa prise en charge ne peut s'envisager que dans une structure hospitalière où il y a un excellent centre de transfusion sanguine. Oui. Quand je dis un excellent centre de transfusion sanguine, c'est-à-dire un centre qui est en capacité de nous fournir en sang et en plaquettes 24 heures sur 24. On n'a pas eu le temps de parler de la prise en charge des leucémies. C'est une prise en charge qui est longue.
les premières phases thérapeutiques, ce qu'on appelle l'induction, la consolidation, nécessite au moins 2 mois d'hospitalisation. Les leucémies aiguës myéloïdes, un peu plus, parce que ce sont une chimiothérapie lourde. Si on veut avoir une rémission, on doit donner une chimiothérapie lourde, mais à quel prix? Au prix d'une aplasie sévère. Si vous n'avez pas un centre de transfusion qui vous donne des plaquettes, qui vous donne du sang, à volonté, vous allez perdre l'enfant, pas suite à sa leucémie, mais suite au manque de plaquettes. Et honnêtement, c'est vrai que on ne doit pas citer les noms, mais je pense que c'est mon devoir de citer. Il y a l'équipe de Benemessous, l'équipe de Mustapha qui est excellent, je peux vous dire. Honnêtement, j'avais des difficultés quand on était à Bertaria parce qu'on n'avait pas un CTS qui était performant. Et comme il a dit, Monsieur Bdjaoui, je remercie l'ambulancier que je nommerai pas, qui passait son temps à aller faire les allers-retours entre Benemessous. Il y a de la solidarité aussi. Il y a de la solidarité. Honnêtement, je ne me plains pas. Dernier mot, professeur Boudiaf. Merci à aux personnes qui donnent de leur sang, et il faut les encourager, et merci à toute l'équipe médicale qui nous facilite, parce que sans ces produits sanguins, l'enfant meurt. Oui. Professeur Nekal, un dernier mot justement pour ce qui est de la leucémie en général aujourd'hui. Qu'est-ce que vous espérez, à vous, en tant que professionnel de la santé? Je veux dire qu'il faudrait remettre à leur juste place les personnes qui prennent en charge ce type de pathologie. Il y a un comité cancer qui a été créé au niveau du ministère de la Santé. Je dis bien comité cancer, où il y a 0 hématologiste. Ça prouve bien la place de l'hématologie dans notre pays. On n'en parle pas beaucoup, et puis l'hémato, c'est une spécialité très très importante. Alors, un mot. Oui, allez-y. Je vous remercie, mais je voudrais dire un mot. Je vous dis, peut-être autour de nous, tout le monde rêve d'une Algérie nouvelle. Moi, mon rêve est vraiment limité. Je rêve d'une personne responsable qui prenne l'oncologie pédiatrique à bras-le-corps, qui permette à l'enfant algérien cancéreux qui soit traité correctement, qui permette à l'enfant cancéreux de vivre et de devenir un jour adulte. Oui, devenir adulte, comme Leïla qui est devenue adulte et qui a obtenu son diplôme avec brio. On fait un petit coucou à Leïla. Et puis, professeur Bdjaoui Chaouish, je voulais que vous représentiez aujourd'hui les parents dont les enfants sont malades, justement. Qu'est-ce que vous avez à dire, justement, aux auditeurs, aux parents dont les enfants sont atteints de... Du courage, de la foi et se battre. Il faut se battre. Mais avant de conclure, je tiens à vous remercier pour votre émission. Je remercie et j'exprime toute ma reconnaissance à toute l'armée blanche. Et attendez. Rapidement. Sinon, je vais devenir SDF. Je tiens à rendre hommage à la maman de Leïla. Ah oui, on va lui rendre hommage, elle aussi. Parce qu'elle a été vraiment une assistante de choix. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à nos invités, merci aux auditeurs d'avoir été fidèles à cette émission qui prend fin aujourd'hui. Une émission réalisée par Aïcha Hammer, à la console technique Mohamed, à la régie d'antenne Nejma Selialabou vous accompagne au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver le samedi prochain 11h midi. Oui.